Le chapitre 17 a complètement changé la narration autour des Shinju et a en fait orienté l'histoire dans une direction 10 fois plus intense. En abordant le chapitre 17, beaucoup de gens pensaient que Sarada, Konohamaru et le reste de l'équipe de sauvetage allaient se battre contre les Shinju dans l'espoir de les vaincre pour récupérer les épines d'âme. Et bien que cela reste l'objectif principal, quelque chose d'inattendu est survenu dans le processus. Avant de commencer, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous aimeriez en voir davantage, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Bref, passons à la vidéo. Le chapitre 18 de Boruto Double Vortex est enfin là et il montre Sarada contrôlé par Ryu, Kawaki prenant son 5e dodo dans Double Vortex. Clairement, il dort un peu trop et la révélation du corps de Akebi. Donc nous avons beaucoup à discuter, mais bien sûr, on va commencer par le début. La personne sur la couverture ce mois-ci est Matsuri et le titre est « Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord », ce qui fait référence à quelque chose qui se passe plus tard dans le chapitre. Alors, commençons. Le chapitre commence avec Sumire, la tête baissée. Elle semble être perdue dans ses pensées, probablement en train de regretter ce qui s'est passé avec Sarada. Elle entre ensuite dans le laboratoire d'Amado où on découvre Kawaki plaquant Amado contre le mur. Et bien sûr, cela continue la conversation qu'ils avaient commencée dans le chapitre 17. Sumire est bien sûr choquée par cela, alors elle crie le nom de Kawaki et Kawaki répond en disant « Ne crie pas Sumire, je n'ai pas perdu la raison ». Il ajoute que cela peut sembler un peu violent, mais c'est juste une discussion. Il lui dit qu'il n'a pas d'intérêt à ce qu'Amado joue avec son corps comme s'il s'agissait d'un jouet. Cependant, il continue en disant que cela doit s'arrêter maintenant. Il va décider des choses à partir de maintenant, changer ses réglages et mettre sa puissance offensive au maximum. Sinon, Amado ne servira plus à rien et il le tuera. Puis il relâche légèrement le cou d'Amado qui commence à tousser. Il lui dit ensuite de choisir soigneusement sa réponse s'il veut rester en vie. Amado dit alors « Si tu veux parler dans ton sommeil, dors d'abord ». Et bien sûr, c'est le titre du chapitre. Les yeux de Kawaki semblent se modifier. Il semble que quelque chose bouge à l'intérieur. Et il tombe au sol, endormi dans sa position habituelle, position iconique, les fesses en l'air, face contre terre. Bien sûr, Sumire est un peu choqué par cela et se dit que c'est un code de sécurité, tout comme avec Delta, un code d'arrêt d'urgence. Amado dit alors qu'elle a un excellent timing et lui demande de l'aider à déplacer Kawaki. Pour ceux qui diront que cela semble être une facilité scénaristique ou pour ceux qui l'auraient oublié, je tiens à rappeler que cela a été mentionné dans le chapitre 71 de Boruto, que Kawaki a un code de désactivation d'urgence. Ensuite, on passe au village de Suna et nous avons Mitsuki qui présente Ryo aux membres de l'équipe Shinki. Il dit « Voici Yodo, la fille à gauche, et celui avec l'épée est Araya. » Araya dit « Salut », mais Yodo ne dit rien. Ryo remarque cela parce qu'il n'est pas aveugle et dit « On dirait qu'elle me lance un regard super noir. » Alors, Sarada intervient en disant « Désolé, elle est très timide. » Araya se tourne alors vers Yodo et lui dit de se calmer. « Tu n'es plus une enfant, dit-il. » Mais bien sûr, Yodo, ayant la maturité émotionnelle d'un dauphin, décide de continuer. J'avais mentionné cela dans ma vidéo review du chapitre 17, qu'il était évident que Yodo allait gâcher cette mission en raison de son immaturité émotionnelle, et cela avait été suggéré plusieurs fois dans ce même chapitre. Ensuite, on passe à Konohamaru et Matsuri. Et je ne m'attendais pas à cela. Il semble qu'ils aient parlé un moment et elle dit « Voici la situation », puis elle lui demande ce qu'il en pense. Il répond qu'il ne sait pas s'il comprend complètement, mais au moins elle semble aller bien physiquement et avoir bonne mine. Elle continue
Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais pour une raison quelconque, je semble être super nerveuse. Mais au fur et à mesure que nous avons parlé, je me suis sentie de plus en plus normale. Je me demande pourquoi. Konohamaru répond, peut-être parce que nous venons de nous rencontrer, ce n'est pas inhabituel. Puis elle dit qu'elle a l'impression de vraiment être elle-même pour la première fois, qu'elle prend vraiment plaisir à parler avec lui. Il répond, je vois, je suppose que c'est une bonne chose. Puis de nulle part, elle demande si elle pourrait l'appeler Konohamaru-chan. Et on a un flashback d'elle, plus jeune, appelant Konohamaru-chan à plusieurs reprises. Chan en japonais exprime un signe d'affection que la personne qui parle a pour l'autre. Mais cela peut être aussi utilisé pour s'adresser à des personnes plus jeunes. Ensuite, on passe à Ryo et Sarada et ils demandent où se trouvent les indices qui pourraient mener à Boruto. Et cela semble avoir pris Sarada au dépourvu car elle commence à bégayer et on voit le dialogue intérieur de Sarada qui montre qu'elle avait oublié avoir énoncé cela. C'est à se demander s'il n'avait pas planifié cette mission qui est quand même d'une importance capitale. Ryu passe à l'action en activant sa limaille de fer et la répond autour de la zone. Sarada demande alors qu'est-ce qu'il fait et il répond que c'est sa capacité de détection. Il a appris beaucoup de choses en l'utilisant. Il dit ensuite qu'il va fouiller un peu si Boruto est dans les parages et va le retrouver rapidement. Mais il semble que la limaille de fer ait aussi la capacité de détecter les intentions, car quand il tente de s'approcher de Yodo, elle semble commencer à s'agiter un peu, ce que Ryu remarque. Puis il dit « Tu dégages une aura meurtrière impressionnante, Yodo ». Elle essaie de manipuler Ryu en disant « N'y prête pas attention, elle est toujours comme ça, nous les ninjas ». Et bien sûr, il semble que Ryu n'en soit pas du tout dupe. C'est alors que Mitsuki intervient et demande à Ryu la raison pour laquelle il rechercherait Boruto, puisque pour eux, Boruto est un dangereux criminel recherché à Konoha. Par contre, il ne comprend pas pourquoi les Shinju le recherchent eux aussi. Ryu répond qu'honnêtement, il n'en sait rien lui-même, mais il semble que Boruto en sait trop sur les épines de l'âme. Ensuite, Sarada, étant un peu une bonne actrice, convainc Ryu à utiliser son épine de lame pour attirer Boruto. Mais avant d'avoir la réponse de Ryu, on passe à Kawaki qui se réveille dans le laboratoire d'Amado. Amado lui dit de ne pas paniquer et de discuter calmement. Il lui dit qu'il voit bien le problème des Shinju, mais qu'il n'avait pas prévu leur apparition. Il faudrait modifier les capacités de Kawaki pour qu'elles soient purement offensives afin de les combattre, mais seulement à une condition. Il marche alors vers ce qui semble être Delta dans un tube, mais bien sûr ce n'est pas Delta, c'est un clone conçu spécialement pour héberger la conscience d'Akebi, sa fille. Il explique qu'il n'a besoin que du karma de Kawaki pour permettre à sa fille de renaître. Il ajoute que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent était dans le but d'atteindre ce seul objectif. Kawaki exprime clairement que si la fille d'Amado revient à la vie en tant qu'Otsutsuki, il n'hésitera pas à l'éliminer, affirmant qu'il considère cette race comme des ennemis à détruire et non comme des êtres humains. Amado, de son côté, insiste sur le fait que, même si elle ressuscite sous cette forme, il s'opposera à Kawaki de toutes ses forces pour la protéger. Cet échange met en lumière une divergence fondamentale entre les deux. Kawaki refuse toute possibilité de tolérer une nouvelle menace, tandis qu'Amado montre qu'il est prêt à tout pour sauver sa fille, peu importe les circonstances. Ceci n'est pas un bon plan,
mais cela dépend probablement du contexte. Parce que si Akebi devient un Otsutsuki comme Boruto, mais sans être maléfique, alors peut-être que Kawaki pourrait l'épargner. Mais s'il s'avère qu'elle est mauvaise, elle doit être éliminée. Mais de toute façon, Kawaki semble juste penser que la race en elle-même doit être éliminée, peu importe que la personne soit bonne ou mauvaise. Ensuite, Amado indique qu'il a un grand souci en expliquant que si Kawaki perd sa puissance défensive, il risquerait de mourir. Kawaki lui répond que ce n'est pas une question de survie pour lui, mais d'atteindre le potentiel pour tuer ses ennemis. Cela mène à une série de négociations concernant son renforcement et le karma. Amado insiste sur le fait qu'il a besoin de la coopération de Kawaki pour le projet en soulignant que, même s'il semble que ce soit une solution temporaire, la manipulation de son karma et de ses capacités pourrait le rendre plus puissant, lui permettant de protéger Konoha et de lutter contre les Otsutsuki. Kawaki, cependant, semble de plus en plus réticent. Il a toujours en tête son objectif principal, protéger le village et les gens qu'il aime, mais il ne veut pas non plus devenir un simple instrument dans les mains d'Amado pour atteindre ses propres fins, surtout s'il y a un risque que sa propre humanité en soit affectée. Le dialogue entre les deux devient tendu, Amado essayant de le convaincre qu'il n'a d'autre choix que de s'adapter à la situation pour contrer la menace imminente, tandis que Kawaki répond que s'il doit se sacrifier, il le fera, mais pas dans le but de servir Amado. Alors que Matsuri exprime sa joie de parler à son amoureux, Konohamaru recule, se sentant mal à l'aise, car Matsuri n'est qu'une projection basée sur son ami d'enfance, Moegi. Konohamaru explique à Matsuri qu'il y a une seule personne qu'il appelle Konohamaru-chan et qu'il trouve étrange que quelqu'un d'autre utilise ce surnom. Ces paroles éveillent la jalousie de Matsuri, qui demande immédiatement qui est cette personne. Elle finit par questionner si Konohamaru fait référence à son modèle d'origine, Kasa Matsuri Moegi. Alors que Konohamaru tente de s'échapper, la cape de Matsuri s'anime pour essayer de le capturer, tel un piège de plantes carnivores. Il semble que Matsuri n'ait pas découvert la ruse de Konohamaru, mais qu'elle exprime plutôt de la jalousie envers son modèle d'origine, croyant que Konohamaru l'aime plus qu'elle. De retour auprès de Ryu, le Shinju détache sa propre âme d'épine pour la faire flotter. Yodo y voit une occasion parfaite pour libérer Shinki et se rue vers l'âme épine. Cependant, avant qu'Araya n'agisse, Yodo se fige sur place. L'appât n'était pas destiné à Boruto, mais bien à elle. Mitsuki comprend alors que Ryu a vu clair dans leur stratagème, feignant d'être naïf pour les tromper, tout en emprisonnant chacun dans les grains de limaille de fer qu'il a éparpillé. Ryu exprime sa déception face aux trahisons répétées du monde shinobi. Peut-être que Jura lui a enseigné cela ou qu'il l'a appris seul dans cette situation, montrant que les Shinju, doués de conscience, évoluent à un rythme inquiétant. Ryu manipule ensuite Sarada et Yodo comme des marionnettes à travers le sable de fer, les forçant à se battre l'une contre l'autre. Soudain, une vague libère les deux ninjas de la limaille de fer. Ce chapitre se termine sur Araya dévoilant sa nouvelle technique qu'il a élaborée afin de soutenir Shinki. Ce chapitre pose des questions cruciales. Jusqu'où iront nos héros pour protéger leurs proches? Quelles sont les frontières morales qu'ils sont prêts à franchir pour accomplir leur mission et à quel prix? Les enjeux sont plus élevés que jamais et les prochaines étapes de cet arc seront déterminantes pour l'avenir de tous. Les alliances se dessinent et se redéfinissent et les personnages se retrouvent à jongler avec des choix difficiles
qui détermineront leur destin. Que pensez-vous de cette review? Partagez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer les notifications. Je vous dis à la prochaine. Peace.